Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 13 septembre 2024. Nos discussions porteront essentiellement sur un fait de société aux multiples facettes, notamment la force de l'amour sur la religion ou encore la puissance de la religion sur l'amour. En clair, on s'intéresse au fait que dans le vivre ensemble, il arrive que les questions d'appartenance religieuse se posent au point de conditionner le choix du conjoint. Ceux qui font l'effort de franchir le cap des fiançailles pour se marier finissent par se voir rattrapés par des querelles religieuses. Soit c'est monsieur qui souhaite et exige de madame qu'elle se convertisse, soit ce sont les belles familles qui s'impliquent maladroitement dans l'affaire, soit c'est l'orientation religieuse à donner aux enfants qui installent la brouille. Bref, le constat est là, la croyance religieuse ou l'appartenance à une religion donnée peut influencer un ménage au point de tout éparpiller. Comme on le dit souvent, chacun a sa façon de voir les choses et les arguments pour se justifier. La religion peut-elle séparer un couple? C'est la trame de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. On va s'intéresser tout à l'heure aux premières informations telles que relayées par nos confrères de la presse écrite, à commencer bien entendu par le quotidien Maison Fraternité, budget de l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards de francs CFA pour 2025, vote acquis à l'unanimité des députés présents, et puis renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, point et perspective des deux administrations douanières. On y revient tout à l'heure. Ingrid, bonjour. Bonjour à tous. Le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin, c'est avec vous. Le bulletin, donc, on évoque les grandes décisions issues de la 9e, sinon du 9e sommet Chine-Afrique tenu du 4 au 6 septembre dernier à Pékin. L'ambassadeur de la Chine au Bénin a animé une conférence de presse pour présenter aux hommes des médias les résolutions issues de ces assises. L'évolution du modèle chinois et les perspectives de développement pour l'Afrique ont été les principaux sujets discutés. On en parle tout à l'heure. À suivre également le point de la cérémonie de lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO. C'est une initiative qui vise à faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Un projet qui sera réalisé sur 3 ans, nous dira sous peu Ulrich Gaba. Allez, on développe tout ceci dans un instant. Bonjour à tous. Wahab vous l'annonçait il y a quelques secondes. Les professionnels des médias béninois ont été mis au parfum des grandes résolutions issues du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est achevé le 6 septembre dernier. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'ambassade de Chine à Cotonou. Cette rencontre a également servi de cadre d'échange entre l'ambassadeur de la Chine près le Bénin et les journalistes qui étaient en août dernier au pays du milieu pour prendre part à un séminaire de formation. Maël Roubelou et Rachid Souberou pour les précisions. À l'issue des 2 jours d'intenses activités à Beijing, 30 partenariats stratégiques ont été établis et même rehaussés. Plusieurs domaines sont visés par ces accords, la gouvernance en Afrique et la sécurité, un défi de plus en plus redoutable pour de nombreux pays africains ces 10 dernières années. Elle accompagnera l'Afrique dans la formation des talents en matière de gouvernance en s'appuyant sur les académies de leadership africaines et invitera 1000 personnalités dans le cadre des programmes d'échange afin d'approfondir les échanges d'expériences sur l'édification des partis politiques et la gouvernance d'État. Elle fournira à la partie africaine des aides militaires sans contrepartie d'1 milliard de yuan RMB, formera pour l'Afrique 6000 professionnels militaires, 1000 agents de police et invitera 500 jeunes officiers africains à venir en visite en Chine. Le 9e sommet Chine-Afrique s'est aussi penché sur l'établissement d'une feuille de route devant permettre à l'Afrique et à la Chine d'atteindre l'objectif commun d'une modernisation globale.
L'État chinois s'engage à intensifier sa coopération avec l'Afrique dans plusieurs secteurs clés dont l'agriculture et le commerce. La modernisation des pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. La Chine entend approfondir sa coopération avec l'Afrique dans les domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le rang des journalistes ayant pris part au séminaire de formation en Chine, l'on ne cache pas son admiration pour le modèle chinois. Nous avons pu prendre contact, animer un atelier avec celui que j'ai eu le plaisir d'appeler un des vétérans du modèle chinois. La particularité de ce séminaire qui a été organisé essentiellement à l'endroit des projets des médias du Bénin réside dans le fait que les personnes ciblées pour animer ce séminaire sont d'une grande richesse intellectuelle. Le gouvernement chinois entend accorder à l'Afrique un soutien financier de près de 30 000 milliards de francs CFA dans les 3 ans à venir. Direction Porte-Novo à présent, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu en audience la directrice exécutive de l'ONU-SIDA en visite au Bénin. Au menu des échanges, le rôle des parlementaires dans la lutte contre le VIH-SIDA au Bénin. Elle a aussi échangé avec les élus regroupés au sein du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Suivez ici les propos de Weni Biaïma au sorti des rencontres. Cet après-midi, j'ai eu le privilège de rencontrer, d'avoir un échange avec le président de l'Assemblée nationale et puis le comité qui s'occupe du VIH-Sida et puis les femmes parlementaires. Nous avons discuté de beaucoup de choses. C'est basé sur le rôle des parlementaires sur la lutte contre le VIH-Sida. Et ils ont approuvé le budget. C'est très important pour le Parlement de protéger les exigences sur la santé et puis l'éducation, parce que ces deux choses sont très importantes pour les hommes. Nous avons discuté également sur la question de la participation des femmes au niveau politique, parce qu'ils ont élu des femmes. Les femmes élues peuvent être les champions de toutes les questions qui ont besoin d'être traitées pour préserver les gens contre le VIH-Sida au niveau de la jeunesse, qui sont les plus affectés. Nous avons eu beaucoup d'accords, de points d'accord. Ils m'ont expliqué que l'évolution que le Bénin a connue de 10% des femmes au Parlement à l'effectif de 25% aujourd'hui. Et puis leur appui sur l'évolution à un pourcentage important. Nous avons aussi discuté sur les questions de genre et comment ça agit sur le VIH, affectant aussi toute la société, et puis sur les leaders de l'opinion, etc. Ainsi que les femmes qui sont aussi en position de dirigeants. J'ai eu la discussion avec les caucus des femmes. Ça a été une discussion très importante. Les causes des femmes dans la lutte contre le VIH, etc. Les disponibilités dans le processus. Et puis, les processus pour combattre, pour mettre fin à cette... Ils sont très déterminés dans ce processus, dans ce combat. J'ai pu voir un peu le nouvel environnement et puis ce qu'ils y font. J'ai beaucoup appris sur le Bénin. J'étais impressionné par leur forte capacité sur la question.
La directrice de l'ONU-SIDA était aussi au siège de l'Institut national de la femme. Plusieurs sujets en rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre ont fait l'objet des échanges entre la présidente de l'INF et son hôte. On écoute la directrice exécutive de l'ONU-SIDA à la fin de l'audience. I am visiting Benin to see the progress of Benin, to learn from Benin in its fight against HIV/AIDS. And I'm also here to launch a new project to address stigma and discrimination against people living with HIV and against people at risk of HIV, to make sure that everybody can s'inscrit dans le cadre de connaître le Bénin et puis d'apprendre sur le Bénin et de chercher des partenaires avec lesquels on peut combattre la question du VIH/SIDA et puis œuvrer aussi au traitement de ceux qui sont infestés. Je suis venu visiter l'IMF. It is a new institution and I wanted to find out how we can work together, particularly in the issues of girls' higher vulnerability to HIV infection, because here in Benin, in the age bracket of 10 to 19 years of age, j'ai vu Madame Huguette Nkadia et puis j'ai aussi lancé un autre projet qui consistera à œuvrer ensemble dans le combat de ceux qui sont affectés du VIH/SIDA. On a constaté qu'au niveau de la jeunesse, les filles sont 6 fois plus infectées que les garçons. Et pourquoi? Par cause de la violence sexuelle, et de la légèreté en milieu scolaire, etc. Et donc, c'est en un mot les raisons de ma visite. Partnership with this pioneering institution and its pioneering leader, so that we can fight and uproot those underlying factors that put girls at risk. I learned from the institution here that in the last 3 years, women have won a right to add their name to their children. It's a law on that. Je veux aussi remercier le président Talon et son gouvernement pour le progrès réalisé, les progrès majeurs réalisés. Aussi, je voudrais parler de ce cadre qui s'occupe de droits de la femme en général. J'ai appris qu'il y a eu des évolutions au niveau du droit de la femme, au niveau de l'avortement, assez de choses réalisées qui peuvent inspirer les pays d'Afrique à leur emboîter les pas. Other African countries can learn from, and I congratulate the government of President Talon and the people and the women of Benin. Avec Ulrich Gaba, nous allons à présent parler du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO, un projet de 3 ans lancé mercredi dernier en présence du représentant résident de la CEDEAO et bien d'autres partenaires. Il vise l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base. Suivons. Renforcer la résilience au Bénin et dans la sous-région, c'est l'un des défis majeurs de la CEDEAO, ici prise en compte pour véritablement accompagner la stabilisation pour le développement au sein de l'espace communautaire. C'est à travers le lancement officiel du Fonds régional de stabilisation pour le développement de la CEDEAO, une initiative pour faciliter le développement durable au sein des communautés fragiles de la région. Ce projet sera réalisé sur une période de 3 ans, donc à partir de cette année 2024 jusqu'en 2027. Cela se fait par la promotion du secteur privé et la création de l'emploi. Cela se fait également par la fourniture d'infrastructures socio-économiques de base et la promotion de la cohésion sociale et de la bonne gouvernance. Il y a également un autre objectif fondamental qui est le renforcement des capacités de mise en œuvre, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Environ 15 millions d'euros devaient être investis par la commission de la CEDEAO et les partenaires dans les communautés de 3 des 12 départements de notre pays. Il s'agit, comme l'a mentionné tantôt, du département des collines dans le centre du pays et des départements
de la Takora et de la Danga, un peu plus dans le nord du pays. La présente cérémonie est le résultat de plusieurs mois de travail acharné avec la commission de la CEDEAO sur ce projet novateur et inclusif. Tout en évaluant les besoins dans les zones ciblées, plusieurs consultations ont été menées avec les parties prenantes pour s'assurer de la conformité des activités avec le plan de développement national et local. Ensemble, à travers de la coopération allemande, à travers de la CEDEAO, nous pouvons construire des solutions durables qui, ce que j'espère, bénéficieront directement aux populations locales, leur permettant de mieux faire face aux défis et de saisir les opportunités qui se présentent à elles. Notre ambition est que ces investissements contribuent de manière significative au renforcement de la résilience de manière globale et intégrée et créent des opportunités économiques durables pour nos populations cibles. La vision commune des initiateurs de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la fourniture de services sociaux de base et l'investissement dans les secteurs générateurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et pour une bonne coordination et l'appropriation de ce projet, un comité consultatif national est mis sur pied. Il est composé de représentants de plusieurs agences gouvernementales et non gouvernementales. Le comité consultatif est placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Ce sera tout pour ce bulletin, Wahab. Merci de l'avoir présenté, Ingrid. Allez, je vous renvoie à nouveau à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui titre ce matin, budget de l'Assemblée nationale, plus de 29 milliards de francs CFA pour 2025. C'est un vote acquis à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale. Et puis renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, point et perspective des deux administrations douanières. Programme d'action du gouvernement, le point des réalisations du ministre de la fonction publique présenté hier aussi bien sur Canal 3 Bénin que sur la télévision nationale. C'est donc à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Restez donc avec nous pour la revue de presse de Idrissou Boukari qui va nous rejoindre en fin d'émission. Mais on va se défouler cette fois-ci avec Candide. Candide encore. Candide, bonjour. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, l'espoir c'est avec vous juste après cette, je dirais, cette petite parenthèse. Allez, Candide, on parle ce matin basket. Après les dames, c'est le tour des guépards basketteurs du Bénin d'enregistrer un but difficile à la Coupe du Monde FIBA 3 contre 3 à Mongolie. Oui, on dira une entrée en lice difficile pour le Bénin aussi bien chez les hommes que chez les dames à cette prestigieuse compétition qui réunit plusieurs pays du monde à Mongolie. Si mercredi dernier, les Amazones ont enregistré 2 défaites en autant de sorties au cours de la première journée, les Guépards, eux aussi, n'ont pas fait mieux au cours de la deuxième journée de compétition. Pour leur premier match face à leurs homologues des Pays-Bas, les Béninois ont été battus avec 11 points d'écart. Score final de la rencontre 21-10 en faveur des Néerlandais. Pour leur seconde sortie de la journée, le scénario n'a pas été différent non plus. Les Guépards vont à nouveau courber les chines, mais cette fois-ci face à leurs homologues du pays hôte, Mongolie, sur un score de 12-21. En gros, le Bénin enregistre donc 2 défaites aussi bien du côté des hommes que des dames pour ses premiers matchs à la Coupe du Monde FIBA 3 contre 3 à Mongolie 2024. Pour la suite de la compétition, les dames béninoises, bien entendu, défient ce vendredi leurs homologues de l'Autriche et bien entendu de la Chine. Ceci pour le compte de leur dernier match de la phase des groupes. Ça sera l'occasion idéale pour les Amazones de défier, sinon de jouer leur survie dans la compétition pour ne pas dire d'aller arracher un billet pour le tour suivant. On parle toujours de la balle au panier, Wahab. La 3e édition du projet basketball 3 contre 3 tours se poursuit avec à la clé le stop d'Aplaroué. Cette initiative a pris son envol mardi dernier avec à la clé 3 stops. Après le stop de Parakou, cette initiative de la Fédération béninoise de basketball poursuit son périple, elle qui vise à encourager et promouvoir la pratique de la balle au panier
dans sa version 3 contre 3 au Bénin, puis détecter des jeunes talents en vue d'étoffer les sélections nationales. Et bien, l'étape d'après se tient ce vendredi au stade Omnisport de la localité, mais bien avant, elle a été précédée de la formation des athlètes, des arbitres, puis des OTM dirigés, bien entendu, par l'arbitre international Sylvain Ongbedi qui s'est déroulé hier pour la compétition. Plusieurs équipes seniors et des moins de 18 ans chez les hommes comme chez les dames vont s'affronter pour composter le billet de la phase finale. Après cette étape, Porto Novo accueille le projet dans les prochaines heures pour la dernière étape qui va se dérouler bien entendu sur demain samedi 14 septembre 2024 sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Notons que la meilleure équipe de chaque région est non seulement qualifiée pour la phase finale mais sera aussi récompensée par des cash prizes. On parle d'une autre discipline cette fois-ci, un candidat handball. La Ligue Pro saison 2024 de la discipline a abordé hier la 5e journée de sa phase des playoffs. Plusieurs rencontres ont été jouées chez les dames. Asso Modèle s'est incliné devant Adidja Handball Club 23-40. Flower CNSS s'est imposé à son homologue de Flambeau SC 26-20. Chez les hommes, Asso Modèle s'est imposé à l'équipe de Buff Handball Club 32-25. Flower CNSS s'est incliné devant Adidja Handball Club 23-25. Puis ASEC Handball Club a courbé les chines devant Aspac Handball Club 18-30. Après donc cette 5e journée de la phase des playoffs de la Ligue Pro de handball chez les hommes, comme on est chez les hommes, on va continuer avec le côté masculin pour donner le classement. À l'issue de cette 5e journée, Adidja Handball Club est en tête du classement avec 8 points au compteur et un goal différentiel de plus 29. Bien entendu, suivi de Flower CNSS qui compte le même nombre de points au compteur mais avec un goal différentiel de plus 28. Aspac Handball Club est 3e avec 6 points au compteur, même nombre de points au compteur pour Asso Modèle qui vient en 4e position. Buff Handball Club est 5e avec 2 points au compteur, puis ASEC Handball Club est dernier avec 0 points au compteur à l'issue des 5 journées. Chez les dames maintenant, Flower CNSS est leader avec 8 points au compteur et un goal différentiel de plus 24. Aspac Handball Club est 2e avec 6 points au compteur. Adidja 3e avec 4 points au compteur. Asso Modèle vient à l'avant-dernière position avec 2 points au compteur, puis Flambeau SC est dernier avec 0 points au compteur à l'issue des 5 journées. On va donner donc les affiches finales Wahab à l'issue de cette 5e journée de la phase des playoffs. Aujourd'hui marque la pause au cours de cette compétition, puis demain suivront les différentes finales aussi bien chez les dames comme chez les hommes. Les deux premiers dans les deux catégories vont s'affronter en finale. Donc chez les dames, Flower CNSS qui est leader au classement affronte son dauphin Aspac Handball Club dès qu'il va sonner 14h au rôle des Arts Loisirs Sport de Cotonou. Puis à 16h, on aura 3 à l'affiche entre Adidja Handball Club puis Flower CNSS respectivement premier et deuxième du côté des hommes. Allez, on parle maintenant du tirage au sort du 40e, sinon du 45e championnat d'Afrique des clubs champions qui s'est déroulé hier jeudi. Nous étions donc le 12 septembre 2024. Les équipes béninoises qui seront à l'expédition marocaine connaissent depuis hier leurs différents adversaires. Oui, les représentants béninois sont fixés depuis hier pour cette compétition continentale qui va se dérouler du 10 au 19 octobre 2024 au Maroc. Ceci à l'issue du tirage au sort des groupes effectué par la Confédération africaine de handball à Mardia en Tunisie. Hier, chez les dames, l'équipe de Flower CNSS du Bénin hérite d'un groupe à 3 équipes. Il s'agit de la poule B où les Béninois seront en compagnie avec de leurs homologues, bien entendu, de l'AS Otoro du Congo, d'Al-Ali de l'Égypte. Pour ce qui est de la composition des autres groupes, bien entendu, la poule A est composée de Primero de l'Angola, FAB du Cameroun, Abidjan Handball Club de la Côte d'Ivoire, de l'Association sportive féminine du Sahel. Le groupe C est pour Petro de l'Angola, André Nziko du Cameroun, As Nouassé du Maroc et Peacocks du Nigeria. À l'issue du tour préliminaire, les 3 premiers des groupes à 4 équipes et les 2 premiers du groupe à 2 équipes seront qualifiés pour le tour principal de la compétition constitué des quarts de finale, demi-finale et puis de la finale. On parle des hommes maintenant où le Bénin sera représenté à ce 45e championnat des clubs champions avec 2 équipes. Il s'agit
s'agit des équipes masculines d'Abidjan Handball Club et Flower CNSS. L'équipe des militaires d'Abidjan en vertu l'image hérite du groupe D en compagnie de l'ASFA du Sénégal, Das de Smara du Maroc et Michel Handball Sport Club de l'Éthiopie. Quant à l'autre représentant béninois, et là nous parlons de Flower CNSS en violet sur l'image. Le club est logé dans le groupe B en compagnie de FAB du Cameroun, Raja Agadi du Maroc et Don Bosco de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la composition des autres groupes, le groupe A est constitué d'Al-Ali d'Égypte, Étoile 2 et CFJSO du Congo puis Mekel Sondis Nderta de l'Éthiopie. Et le groupe C, lui, est constitué de Zamalek d'Égypte, Moutanda du Maroc, Friendship Handball Club du Cameroun et Krikos de l'Éthiopie. On change de discipline pour parler volleyball maintenant. La Coupe des Nations de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball aborde ce vendredi sa 3e journée de compétition. La compétition se déroule à Parakou et ce matin s'ouvre cette 3e journée. Mais on va d'abord faire le point de la 2e journée déroulée hier. Chez les dames, l'équipe 2 du Bénin s'est inclinée devant le Burkina Faso par 3-7 à 0, 25-15. 25-18 et 25-15. Défaite 3-7 à 0 également pour l'équipe numéro 1 du Bénin face au Nigeria, 25-13, 25-19 et 25-21. Chez les hommes, le Nigeria s'est imposé à l'équipe numéro 2 du Bénin face à par 3-7 à 0, 25-17, 25-14 et 25-14. Puis enfin la victoire de l'équipe première du Bénin face au Burkina Faso par un score de 3-7 à 1, 25-20, 22, 25, 25-14 et 25-15. Pour le compte de la 3e journée de compétition, 4 rencontres sont à suivre chez les dames. Les deux équipes du Bénin s'affrontent à 10h puis à 13h. Le Burkina Faso sera face au Nigeria. Même affiche à suivre également chez les hommes. Les candidats, on poursuit avec les compétitions inter-clubs de la CAF qui reviennent ce vendredi avec le 2e tour de la phase des préliminaires. Oui, 2 rencontres sont à suivre ce vendredi, à savoir Angers FC, Sagrada Esperanza, US Monastir, puis MC Alger. Demain samedi, plusieurs rencontres sont à suivre, entre autres CBEFC, Young African Elmeric, Asfa Club Red Arrow, le TP Mazembe, Asmeniama Union Atlético Petroleas, Galaxy FC Orlando Pirates, APR FC Pyramide FC AS Douane, puis CRB Louise Dad. On va poursuivre maintenant avec la Coupe CAF, ce sont les affiches bien entendu de la Ligue africaine des champions. On va poursuivre maintenant avec les affiches de la Coupe CAF où ce vendredi 4 différentes rencontres sont à suivre. Nsoatreman affronte le CS Constantine, Étoile Filante affronte Enyimba FC du Nigeria, RC Abidjan affronte le ASC Jaraf du Sénégal, Stellenbosch affronte AS Vita Club. Puis demain samedi, plusieurs rencontres sont à suivre. Kenya Police FC affronte le Zamalek, AS Black Bulls affronte AS Otoro, CD Lunda SC, SU bien entendu, affronte le Sekonkun United. Pénesville affronte le Stade malien, Stade tunisien sera face à l'USM Alger, puis Dadé FC du Bénin qui a réussi à passer le premier tour avec brio sera face aux géants de l'Afrique et bien entendu le vice-champion de la Coupe de la Confédération, l'équipe, sinon le club de la Renaissance sportive de Berkane Wahab. On parle maintenant on prend la direction de l'Europe, j'allais dire, pour prendre les nouvelles du milieu du terrain béninois junior au Laitan, n'est-ce pas, c'est ça, au Laitan. Le Guépard est officiellement présenté comme nouveau joueur de Guépard Foot en Ligue 2 française. Oui, de Grenoble Foot en Ligue 2 française, après avoir signé avec le club le tout dernier jour du Mercato en provenance de l'Estac 3, club de 2e division toujours junior à Laitan. 22 ans, a été présenté hier comme grenoblois au stade des Apples, bien entendu. Lui qui a paraphé un contrat pour les 3 prochaines saisons n'a pas caché son enthousiasme et sa joie. Le témoigne d'ailleurs les images, celui qui a offert la victoire du Bénin. Et au Bénin, bien entendu, mardi dernier, lors du match face à la Libye, va démarrer un nouveau chapitre et connaîtra son 3e club français après le Chamois Niortais, l'Estac 3 et maintenant Grenoble. Sa première séance d'entraînement avec sa nouvelle écurie est prévue ce matin même à partir de 9h15. Il aura donc l'occasion de rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Il pourra même discuter ses premières minutes avec les Grenoblois dès lundi
avec la réception du stade Maleb de Caen. Faut-il le souligner, l'ex-club d'un certain Andreas Rotondi qui aujourd'hui évolue en outre-Manche avec Burnley. On finit avec les résultats des derniers matchs des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine des moins de 18 ans. 4 rencontres ont été jouées de la nuit de ce jeudi au petit matin de ce vendredi. L'équipe de Corée du Nord s'est imposée à celle de l'Australie 5 buts à 2. L'Allemagne s'est imposée à l'Argentine 5 buts à 1. La France s'est inclinée devant le Netherlands 1 but contre 2, puis le Japon a pris le meilleur sur l'équipe du Nigeria par un score de 2 buts à 1. Et donc, les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont entre autres, sinon sont au total 8. Espagne, Brésil, Colombie, États-Unis, Corée du Nord, Allemagne, Néerlande et puis le Japon. Voilà. C'était tout pour les sports de ce matin. Merci à vous, candidats. Allez, on va parler religion, tradition, culture et bien d'autres. Vendredi dernier, on parlait de la ville de Niki qui bientôt va célébrer, dois-je dire, la fête de la Gani. Aujourd'hui, on s'intéresse à une autre ville, cette fois-ci du sud Bénin, beaucoup plus dans le département de l'Atlantique. On s'intéresse donc à la métaphysique du nom héréditaire Ouida et nous sommes avec un fin connaisseur de la chose. Nous sommes avec Amoussa Rahimi juste après ceci. Amoussa Rahimi, bonjour. Bonjour à toi. Allez, vendredi dernier, on parlait, comme je l'ai dit, de Niki. Aujourd'hui, on veut s'intéresser à une ville phare du sud Bénin, beaucoup plus Ouida. On parle donc de la métaphysique du nom héréditaire Ouida. Je voudrais encore une fois qu'on explique à ceux qui nous prennent comme ça, je dirais, au vol, ce qu'on entend par métaphysique héréditaire d'une ville, d'une personne ou de quoi que ce soit. En fait, quand nous parlons en métaphysique du nom héréditaire, c'est le nom que portent plusieurs personnes. Vous voyez, quand on dit Bénin, vous et moi, nous sommes tous des Béninois. D'accord. Le Bénin, c'est notre nom héréditaire. D'accord. Votre nom de famille, c'est le nom héréditaire de tous ceux qui portent le nom de... Moi, Moussa, c'est le nom héréditaire de nous tous qui portons ce nom. Je ne sais pas si je vous dire que quand nous... Aujourd'hui, nous avons parlé de la fête de Niki. Oui. Aujourd'hui, Ouida. D'accord. Donc, c'est tous les natifs de Ouida. Ça veut dire que tout ce qu'on veut dire ce matin, en tout cas, ça concerne la ville de Ouida et les natifs de Ouida. Alors, on va parler maintenant des coordonnées numériques du nom héréditaire Ouida. Merci. D'abord, nous partons pour faire ce calcul de l'alphabet français. D'accord. Puisqu'il y a d'autres alphabets. Et donc, quand vous faites le calcul, le Ouida O, ça fait normalement, quand on suit la lettre avec 15, U, jusqu'à ce qu'on finisse, on trouve 58. D'accord. Pour la ça veut dire quand on fait le total des lettres comme O, U, I, D, A, H qui constitue, je dirais, le nom Ouida, n'est-ce pas? On fait un total de 56. On trouve 58. 58, d'accord. Qui est égal à 13. D'accord. Ça fait 5 plus 8. Merci. D'accord. Qui est égal encore à 4. D'accord. Maintenant, 3 plus 1. Merci. D'accord. Pour vous dire que la ville de Ouida porte d'abord comme empreinte numérique les nombres 1, 3, 4, 5 et 8. D'accord. 1, 3, 4, 5 et 8. D'accord. Mais en particulier ce que nous appelons la marque 13, puisque c'est une marque à part. Oui. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant du destin. Destin du nom Ouida, du nom héréditaire Ouida. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, le destin? Tout ce, quand vous êtes, d'abord vous-même, vous avez le nom 1, comme si votre nom héréditaire porte le nom 1, vous verrez que souvent ce sont des pionniers. Ceux qui ne peuvent réussir que par eux-mêmes, par leur propre volonté. C'est ça. C'est-à-dire, ils ne doivent compter sur personne. Le 1, c'est le pionnier, c'est-à-dire celui qui réussit par lui-même. Celui qui se trouve lui-même les moyens de réussir. C'est d'abord ça le 1, c'est-à-dire celui qui après on dira c'est l'exemple. Celui que tout le monde veut suivre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Voilà. Est-ce à dire que, je dirais, le pionnier ou bien quelqu'un qui est régi par le chiffre 1 n'a pas un modèle à suivre? Il est lui-même son propre modèle, c'est ça? Si vous voulez comprendre le 1, il faut comparer ça au soleil.
D'accord. En quoi faisant? Comment faire la comparaison avec le soleil? Le 1, s'il doit avoir comme modèle, c'est Dieu et les ancêtres. Je ne sais pas si vous voyez. Ou quelqu'un qui a existé déjà dans le passé et que lui-même a choisi comme modèle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Modèle de réussite. Pour vous dire que si le 1 veut réussir, soit après avoir choisi un modèle, il se donne les moyens d'acquérir toutes les connaissances qu'il lui faut pour réussir. Parce qu'il sait qu'on ne lui donne pas de cadeau. Le 1, on ne fait pas de faveur au 1. D'accord. Quand on vous dit que quelqu'un qui a le 1 a réussi, c'est qu'il a réussi par ses propres luttes. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne. Comment on obtient le chiffre 1 qui est, je dirais, le destin 1 de la personne ou de la ville? Quand vous êtes né un 1, quand vous êtes né un 10, d'accord. Quand vous êtes né un 19, d'accord. Vous avez déjà le 1. D'accord. Donc, quand vous êtes né, par exemple, le premier d'un mois, oui, le 10e jour du mois, oui. Ou le 19e jour. Oui, ou si vous êtes né en janvier. En janvier, d'accord. Vous avez déjà le 1. D'accord. Si vous avez le maître nombre 11, par exemple, vous êtes né en novembre. D'accord. Mais le problème, c'est que quand on est né en novembre, le 1 est d'une puissance tellement élevée que ça porte ce que nous appelons le karma de pète zéro. D'accord. C'est pour ça qu'on demande aux natifs de novembre de faire très attention et on leur recommande de faire souvent ce qu'on appelle le kudio, le tadidio, à cause de la puissance du 1 qui... Qu'est-ce que cela sous-entend pour ceux qui ne perçoivent pas la notion de kudio ou de tadidio, qui sont des notions en fond, Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En termes métaphysiques, nous parlons de rachat. C'est-à-dire, cycliquement, ceux qui portent le nombre 11 ont comme égrégore de puissantes entités qui sont dans l'invisible. D'accord. Comme dans la nature. Donc, on leur demande de souvent faire aumône à ces entités. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. Pour que ces entités ne soient pas obligées de venir manger chez eux-mêmes. D'accord. Okay. Voilà. Alors, on va évoluer. Le destin 5 du nombre héréditaire. Le 5. D'abord, le 5, c'est le nombre du changement. C'est le nombre de l'évolution. C'est ce qu'on appelle le nombre de la révolution. Vous verrez que les porteurs du nombre 5, souvent, c'est ceux qui osent là où personne n'aime oser. C'est ceux qui, comme on dit, l'enfant là est venu tout changer dans cette famille. Ça. Ce que personne n'osait faire dans cette famille, lui, il est venu faire. Et à redonner un autre nom favorable à la famille. Je ne sais pas si vous voyez. Le Bénin a connu plusieurs fois l'influence du nombre 5. On a connu la révolution. On a connu la démocratie. Je ne sais pas si vous voyez. Aujourd'hui, on peut dire que les réformes sont sous l'influence du nombre 5. Parce que le nombre 5, c'est d'abord le nombre qui alimente les réformes. Les porteurs de 5 sont souvent ceux qui apportent, c'est-à-dire ceux qui font... Qui viennent bouleverser l'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses, voilà. D'accord. Alors, et le destin 8, vous avez parlé du destin. Le 8, c'est d'abord le nombre que nous appelons le nombre des affaires, le nombre du pouvoir, mais dans le même temps, le nombre du karma. Le 8, excusez-moi, ceux qui ont le 8, souvent, vous verrez, quand quelqu'un a le 8 et il est dans les affaires, ça marche. Parce que Dieu leur donne cette intelligence des affaires. Mais dans le même temps, le 8 aussi, c'est la politique. Ce sont des gens qui ont l'intelligence de régner en politique. Mais le problème, c'est quoi? Le 8 porte du karma. C'est le nom même du karma. Ça veut dire que les porteurs du 8 marchent à la fois dans leur affaire avec l'ange et le démon. S'ils ne savent pas, s'ils doivent utiliser, comme on dit, la manipulation, les démons les quittent. D'accord. Parce que le 8 a deux pouvoirs. Vous voyez, pour l'écrit, c'est 2 zéros. Il a le pouvoir de l'ange et il a le pouvoir des démons. Ça veut dire quoi? À tout moment, il peut les utiliser. On leur demande de prendre la voie du milieu. On demande aux gens du 8 de rester dans la voie de la balance. Parce que c'est le nombre qui est en liaison avec le symbole de la balance. Et donc de la justice. Mais est-ce qu'on ne reproche pas souvent aussi à ceux qui sont, je dirais, régis par le nombre 8 d'être un peu ambivalents, c'est-à-dire le matin, ils ont telle façon de voir les choses, avant midi, ça a complètement changé, un peu comme vous le dites, la balance, ils balancent très, très, très rapidement. C'est ça qui fait
c'est pour ça qu'on leur dit de faire attention à rester dans la voie de l'équilibre pour que le karma ne les frappe pas. Parce que la balance, si vous ne travaillez pas avec l'équité, à tout moment, les signes du karma peuvent vous frapper. D'accord. Voilà. Alors, j'ai un téléspectateur qui vous pose une question. C'est quoi le karma? Le karma, en fait, c'est ce que nous appelons l'antithèse du bien. L'antithèse de tout ce que nous trouvons de noble. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si vous avez 10 000 le matin et que vous avez des fautes et des crimes sur le cœur, le karma peut vous amener à vivre des épreuves qui font que les 10 000 finissent. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le karma de la santé, par exemple, peut être la maladie. Ça veut dire que chacun de nous vient sur cette terre avec un lot de karma. Ça peut être dû, souvent, il y a les karmas héréditaires, c'est-à-dire les maladies que papa et maman ont portées se transmettent par le sang. Mais nous-mêmes, nous venons en existant avec nos maladies propres. C'est ça. Qui ne sont ni de l'ordre ni du père, ni de la mère. Je sais pas si vous voyez. Et donc, ça devient plus compliqué quand on a nos propres maladies et qu'on doit s'ajouter celles de nos parents. Merci pour vous dire que le karma, c'est l'antithèse du bien, de la joie. Ce qui fait que nous nous installons dans l'insatisfaction. Mais dans le même temps, le karma, en prenant conscience du karma, on évolue. D'accord. Alors, on évolue toujours maintenant avec Wida, puisque c'est ça notre thème principal, le karma 3 de Wida. Le 3, d'abord, c'est la communication, la parole. Mais c'est aussi le nombre de la chance. En karma, ça veut dire l'antithèse, le contraire. En karma 3, on demande aux porteurs de ce karma de savoir, excusez-moi, contrôler la parole. Parce que souvent, ils sont guettés par la parole négative. Quand ils sont en colère, ils peuvent dire des choses... Excusez-moi. Hein? Pas trop catholique, pas très appréciable. Donc le karma 3, c'est quand la parole déstabilise le vis-à-vis, le prochain. Voilà. D'accord. Alors, on avait fait une synthèse je dirais, des différentes lettres qui composent la ville de Wida et puis on a trouvé 58. On a trouvé 58, c'est-à-dire quand on prend le O, le U, le I, le D, le A, le H, le tout ensemble dans cette synthèse de l'alphabet français, c'est que nous avons 58. Qu'est-ce qu'on retient de ce chiffre, de ce nombre-là? En fait, le 58, si vous voulez comprendre ça, il faut aller dans le Fa. D'accord. Le 8 s'appelle Aklamédi, par exemple, en liaison avec les entités que nous appelons les jumeaux. Alors que le 5 est en liaison avec deux signes du Fa, le Bémédi et le Losomidi. Ça veut dire quoi? Si on doit traduire métaphysiquement et géomantiquement le 58, ça veut dire d'abord la parole des jumeaux, premièrement. Mais ça veut dire aussi la parole du guerrier. D'accord. Et ça veut dire aussi la parole de l'épée. C'est-à-dire la parole qui tranche. Je ne sais pas si vous voyez. Le 58, c'est d'abord la parole qui tranche. C'est-à-dire, quand il a fini de parler, excusez-moi, la récréation est terminée, ou vous exécutez, ou vous subissez. Mais on sent un peu de la violence, je dirais, dans cette description que vous êtes en train de faire. C'est ça, je vous dis, puisque le 8 est lié à l'épée. Et il y a un lien entre l'épée et la balance. Quand on vous juge et vous n'êtes pas... satisfait, par exemple. Quand on est devant le juge, soit on est guetté par la prison, soit par la liberté. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que devant le nombre 8, il faut que tu fasses très attention et prier. Et si possible, avoir les mains propres. D'accord. Alors, le nombre héréditaire 13, on en a déjà parlé. Je voudrais qu'on revienne dessus très rapidement à l'effet de faire comprendre mieux à nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez d'entrée parlé de 13 et vous avez fait je dirais, un calcul qui fait que le 13, ça fait 1 et 3. Donc, 1 et 3, ça fait 4. Le 13, c'est naturellement le nombre qui est lié à l'au-delà. D'accord. C'est-à-dire, on demande aux natifs qui portent le nombre 13 de ne pas oublier le culte des ancêtres. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la date 13. L'idéal, si c'est possible, c'est de penser à ses ancêtres. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que c'est le nombre normalement salvateur quand on ne néglige pas sa lignée familiale qui est déjà de l'autre côté du voile, comme on dit.
le 13 est à la fois salvateur, mais dans le même temps, le 13 peut être le nombre qui vient vraiment installer l'épreuve et de manière brusque. Parce que quand le 13 est là, ça veut dire quoi? Comme on dit, hein, la mort n'a pas averti. D'accord. Ou soit la mort vous a averti par des signes, mais vous n'avez pas écouté. D'accord. Mais le problème du 13, c'est le karma 2. Karma 2. Oui, qu'est-ce que ça 1 sous-entend? moins 3 égale 2. D'accord. C'est-à-dire souvent, avant que le 13 là, devienne... on n'est plus dans 3 plus 1. Non, on est maintenant... D'accord. De 3, on extrait 1. Merci. D'accord, il reste... C'est-à-dire tout nombre à 2 chiffres, son karma, c'est quand on enlève le plus petit du grand. D'accord. Et le 2, normalement, c'est le couple, l'entente, la relation. Ça veut dire quoi? Partout où il y a la mésentente, nous devons savoir que tôt ou tard, le 13 finira par frapper. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire quand un karma est là et vous n'écoutez pas ses messages et n'exécutez pas ses consignes, ça invite le nombre qu'il a produit. D'accord. Alors, comment comprendre tout ça quand on est dans une famille, quand on est, je dirais, natif de Ouida, parce que je voudrais qu'on reste vraiment dans le cadre de Ouida, qui est notre thème principal. Quand on est natif de Ouida et autres, comment savoir vraiment qu'on est régi par ces différents nombres que vous avez, dont vous parlez? Mais c'est pour ça que je remercie l'honorable Malik Goumina et vous-même. Parce que si nous avons demandé à avoir cet espace, c'est pour que nous commençons maintenant à parler de nous-mêmes. C'est-à-dire nous qui avions été à ces enseignements, pourquoi maintenant ne pas mettre ces enseignements au service de la nation? Vous verrez que c'est spécialement cette ville de notre pays que nous parlons. Je ne sais pas si vous voyez. Ça permet à chacun de nous de savoir maintenant un peu la biographie numérique et du destin de chaque ville, suivant les cas que nous allons étudier. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois. D'abord, il y a permettez que nous rappelions ce que nous appelons l'aura du nom. Allons-y. L'aura du nom, c'est le nombre de lettres que comporte un nom. Vous verrez que Ouida, c'est 6 lettres. Ça veut dire quoi? Cette aura du nom nous influence aussi. Quand on vous prend, il suffit de compter le nombre de lettres qui y a. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on prend Rahimi, suivant l'écriture en arabe, on compte. Donc le 6 aussi influence Ouida. Or, le 6, c'est le nombre de ce que nous appelons l'alliance. Je ne sais pas si vous voyez, pour vous dire qu'il y a un lien intrinsèque entre, quelque part, la ville de Ouida et tout le Bénin. D'accord. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le Bénin aussi porte le nombre 6, à travers l'étude de la destinée du nom Bénin qu'on va faire bientôt, qui est 26, qui est égal à 8. Je ne sais pas si vous voyez, parce que quand vous étudiez une ville, il faut voir si la ville a les noms de la nation dans laquelle la ville se trouve. D'accord. Et c'est ça qui permet de voir quel est le rôle que joue cette ville dans la nation. Dans la nation de façon globale. Vous verrez que, avec la permission de nos aînés, il y a ce que nous appelons le dragon. On avait évoqué ça, je dirais, sommairement vendredi passé. Le Bénin a un mystère que nous appelons le dragon, à travers le signe Sagouda. D'accord. Ou Goudassa. Le Gouda, c'est ce que nous appelons la queue du dragon. Je ne sais pas si vous voyez. Et le Sa, c'est la tête du dragon. Mais il se fait que les études géomanciques de Ouida montrent que Ouida a les deux. C'est ça. Ça veut dire quoi? Le dragon se réunit dans la ville de Ouida cycliquement. C'est ça. Est-ce que ça a un impact particulier? Mais oui, ça veut dire... L'impact, c'est quoi? Si un jour, un porteur, un natif de Ouida finit par exemple, être un repère, cela veut dire qu'il porte la marque du dragon. D'accord. Donc, nous devons faire très attention. Il porte la marque du dragon. Or, le dragon, excusez-moi, cycliquement opère. On ne tue pas le dragon. Il vaut mieux négocier avec le dragon. Quand on dit dragon, les autres l'appellent la Kundalini. Je ne sais pas si vous voyez, cette énergie qui fait que l'homme existe et qui cycliquement, quand ça s'illustre et vous n'avez pas ce qu'il faut, ça peut vous mettre dans un état soit d'extase totale, soit de déséquilibre total. Je ne sais pas si vous voyez. Le dragon, c'est
la plupart du temps, quand un dragon, le natif d'un dragon finit par régner, normalement, c'est une chance. Normalement. Et nous devons en profiter au maximum. Parce que le problème, c'est quoi? Qui peut remplacer un dragon si ce n'est pas un autre dragon? C'est la vraie question maintenant. Donc, si vous voyez que nous commençons par faire l'étude des villes, et je sais que bientôt, nous allons finir par aussi dévoiler une autre ville qui porte le dragon. Parce que le vrai problème, c'est ça. Il faut qu'on commence par dévoiler qu'est-ce qui peut faire que dans quelle ville on peut avoir des gens qui peuvent solidement contenir le dragon qui est le nœud de ce pays. D'accord. C'est compris, Amoussa Raimi. On va se donner donc rendez-vous vendredi prochain, certainement pour parler d'une autre ville, puisque l'exercice consiste également en cela. Je vais vous permettre de conclure. C'est vrai, on a parlé du dragon, on a parlé d'abord du mystère qu'il y a autour du dragon. Vous parliez, semaine passée, de la tête et de la queue du dragon. Quel est le mystère qu'il y a autour? Très, très, très rapidement, et là, ce serait votre conclusion. Vous voyez, quand le Gouda, nous l'appelons la queue du dragon, quand le Gouda est séparé, et le Sa, qui est la tête, est séparée, ce n'est pas du tout une bonne chose. Or, la plupart du temps, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas l'ordre. Mais quand on a la chance maintenant, et qu'un natif ou un enfant, comme on dit, finit par porter l'alliance des deux, vous savez, dans la haute métaphysique, le nom 1 s'appelle l'intermédiaire, le garçon. Le garçon. Or, tôt ou tard, dans une famille, cycliquement, le garçon doit venir, le porteur du dragon doit venir pour remettre de l'ordre dans la famille. C'est le secret qui est dans ce que nous sommes en train de dire. D'accord. Amoussa Raimi, merci beaucoup. On va sans doute dévoiler progressivement ce secret au fur et à mesure qu'on évolue. Je vous remercie d'être passé sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle, vous êtes métaphysicien. Mesdames, Messieurs, voici venu maintenant l'heure de nos discussions de ce vendredi. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est née. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, motion de procédure. Oui, nous devons avoir...
Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée lui courent après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 1000 francs dès la formule évasion. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir. Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. L'équipe nationale d'athlétisme retrouve la piste pour se préparer. Ali Odi, la Ronwano a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive. Le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élites. Voilà, nous avons le plaisir donc de recevoir cette semaine un buteur. Le Bénin du foot est resté sans nouvelles de vous depuis des mois et que devient Michael Poté, s'interroge tout le monde. Bon, j'étais là, je pense que j'ai refait un peu surface avec l'équipe du Bénin. Michael Poté, oui, on peut le dire ouvertement, c'est un S international béninois qui a beaucoup apporté. Il est venu. Bonjour à tous, voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi, fait de société. On s'intéresse à un sujet, n'est-ce pas, le conflit entre l'amour et la religion. À des moments donnés, l'un prend le dessus sur l'autre, n'est-ce pas. Il y a également de ces couples qui arrivent à se supporter en dépit de tout, en dépit de la divergence, dois-je dire, de religion ou d'appartenance à une confession religieuse donnée. Mais il y a ceux-là qui ne parviennent pas. Et on s'interroge ce matin, la religion peut-elle séparer un couple? C'est la trame donc de nos discussions de ce vendredi, des discussions que nous faisons avec nos invités sur ce plateau. Je me permets donc de présenter les membres de l'équipage. D'abord, Madame Prisca Salano, épouse Tindjuno, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Madame Véronique Vigan, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi, une habituée de nos plateaux. Herman Metton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alipara. Rodrigo Louchabi, bonjour. Voilà, vous êtes technicien et programmeur informatique. Merci également pour votre... Mais moi, tu ne m'as pas présenté. Vous êtes un peu de tout et déjà connu. Ok, merci. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, comme je l'ai annoncé, on parle des questions de religion et des questions d'amour. Dans les couples, il y a, je dirais, ce problème qui se pose par moment. Ça peut conditionner, dois-je dire, le choix du conjoint. Ça peut être, ce soit la belle famille qui s'interpose, la belle famille de l'homme ou de la femme. C'est selon, n'est-ce pas? Donc, on peut dire qu'on s'aime, mais les parents, c'est eux qui s'opposent parce que vous n'avez pas les mêmes religions. Et parfois, vous pratiquez la même religion et le problème finit par se poser, toujours lié à la religion. C'est donc ces différents paramètres que nous allons aborder. Je vais poser frontalement la question comme ça à Madame Véronique Vigan. La religion peut-elle séparer un couple? Merci Wahab. Bonjour les téléspectateurs. La religion peut-elle séparer les couples? Moi, je pense que non. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si les religions, c'est le couple pratique de religions différentes, il y a toujours les parents qui ne veulent pas, ou on ne cherche pas le bonheur de l'un ou de l'autre, mais nous sommes toujours là à tirailler les religions. Moi, je pense que
Et ça ne doit pas se poser normalement. Normalement, ça ne doit pas se poser. Bon, mais malheureusement, ça se pose, c'est ça. Normalement, ça ne devrait pas se poser. Nous devons voir le bonheur du couple et non parler de la religion. D'accord. Bon, je pense que... Alors, au fur et à mesure... D'accord. Rodrigo Louchabi. Je pense que c'est... D'abord, bonjour aux téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent par ma voix. Effectivement, la religion, pour moi, la religion peut séparer un couple. Même déjà un couple formé avec des enfants, la religion peut les séparer. Parce que la religion, on sait ce qui va avec. Et je pense que c'est une vision. Et quand on est ancré dans la religion et qu'on n'est pas suffisamment fort dans la tête, je pense qu'on prend des décisions à l'aveugle, sans franchement trop réfléchir aux conséquences. On se dit, on préfère seulement plaire à Dieu que de plaire aux autres. Donc du coup, tant que vous ne partagez pas les mêmes objectifs, ça devient un conflit vraiment qui ne dit pas son nom. Et ça amène au divorce. D'accord. On va évoluer. La religion peut-elle séparer un couple selon vous, Madame Dendino? Merci, Monsieur Wahab. Normalement, moi je pense que normalement, la religion ne devrait pas séparer un couple. Normalement, parce que la religion prône l'amour. Toute religion prône l'amour. Et un couple, c'est deux personnes de sexes différentes qui se sont mises ensemble parce qu'ils s'aiment. Maintenant, pourquoi la religion qui prône l'amour viendra maintenant séparer deux personnes qui s'aiment? Ce n'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. C'est vrai que ça se passe, mais je trouve que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas la faute à la religion. C'est plutôt la faute à ces personnes-là qui ne savent pas comment intégrer la religion dans leur foyer. Comment faire intégrer, comment faire accepter à son conjoint sa religion. Parce que je peux être dans ma religion et accepter mon homme avec sa religion tout en respectant les règles de sa religion. Avec le temps, peut-être on va développer. Evan, mettons la même question pour ce premier tour de table avant qu'on commence par développer. En principe, non. D'accord. En principe, non. Mais malheureusement, nous tous qui sommes ici, là, nous disons non. Mais il serait difficile à chacun de nous d'accepter notre religion. Parce que lorsque vous faites un enfant, il faut l'éduquer. Maintenant, c'est selon quelle religion? Est-ce la religion du père? D'accord. Et quand on est en fiançailles, en copinage, on dit non, il n'y a pas de problème. On accepte parce que bon, c'est l'euphorie, le coup de foudre. Lorsqu'on s'installe maintenant, le couple prend corps. Là maintenant commence par s'imposer. Sinon le mariage mixte ne devait pas avoir de problème. Comme l'a dit Madame Tendino, c'est ça, ça. Nous prenons tous l'amour, le vivre ensemble, l'amour du prochain. Mais pourquoi, si moi je suis de telle religion, il me serait difficile de vivre avec telle religion? Est-ce qu'il y a toujours l'amour? Parfois, vous l'avez su bien dit dans votre introduction, il y a la belle famille, il y a les parents qui disent non, si toi tu es de telle religion, il ne faut pas aller chercher quelque chose là-bas. Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'entendre après. Vous avez reçu notre éducation par rapport à votre religion. Vous voyez les choses d'une autre manière. Chez moi, ce n'est pas le cas. Et le constat que moi je fais souvent, il y a une religion, je ne vais pas nommer de religion ici, souvent on voit leurs femmes aller avec d'autres d'une autre religion. D'accord. Mais il y a une autre religion, c'est souvent difficile. D'accord, pour cette même religion, est-ce qu'on voit les hommes aller avec les femmes je dirais... Bien sûr, à ce niveau, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais les femmes là, avec l'autre partie, c'est souvent compliqué. Et parfois, quand vous êtes en copinage et que le monsieur accepte, lorsque vient le moment d'éduquer les enfants, la femme dit... Moi, je vais dire que selon si l'homme dit non, les enfants portent mon nom, c'est par rapport à ma religion.
que nous allons éduquer les enfants. Et c'est là que commencent les problèmes. Merci. Alors, Madame Véronique Bigan, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'il y a une forme d'unanimité sur le plateau liée au fait que, oui, en principe, la religion ne veut pas séparer, mais dans la pratique, on le note. Quel est le problème qui se pose exactement? Quand on dit de l'amour, n'est-ce pas, qu'il peut même déplacer les montagnes. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi il y a ce conflit, je dirais, entre l'amour et la religion par moment, selon vous? Bon, selon moi, et c'est la manière dont on voit les religions aujourd'hui qui cause le problème. Les religions que nous avons, beaucoup d'entre nous le savent, il y a d'autres églises, les pasteurs, avec leur... prédication. Pas la prédication, leur manière de faire. C'est leur manière de faire. Parce que je prends ça très mal de voir une femme qui a commencé par aller dans une église et finalement on nous dit qu'elle elle n'est plus fidèle à son mari. C'est grave. Et c'est ce genre de choses que nous voyons aujourd'hui qui font que les gens ne veulent plus que leurs épouses aillent dans une autre église, aillent connaître la vérité. Au fait, une église, normalement, c'est quoi? Comme l'a dit madame, c'est l'amour. Oui. Et c'est quelque chose qui t'a fait déplacer à aller dans cette église-là. C'est vrai que là-bas, on nous enseigne la Bible. Oui. Et on nous enseigne l'amour aussi. L'amour, c'est l'amour qui est primordial. Oui. On nous enseigne les manières, toutes les manières possibles de rester en communion avec ton entourage. Oui. Et de respecter ton homme, comment garder un foyer sur le plan biblique, sur comment... En tout cas, la ligne de conduite de ta religion. Mais finalement, on ne voit pas ça chez la femme, surtout la femme. Parce que quand elle commence par aller, au lieu d'appliquer ce qu'on lui a appris, ça lui est très difficile d'apprendre. Et aujourd'hui, on entend... Depuis que ma femme a commencé par aller dans cette église-là, vraiment, elle a changé. Il n'y a plus de paix dans la maison. Et que c'est comme ça, beaucoup prennent cet exemple-là pour ne plus accepter. Donc, c'est ce qui se passe normalement. Or, normalement, ça ne peut pas être là. Madame Tendino, qu'est-ce qui peut être à la base, je dirais, de ce réel problème? Vous avez déjà commencé par le dire, des fois c'est l'adaptation ou la difficulté à adapter, je dirais, les principes religieux avec les principes du ménage. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'on arrive jusqu'à se séparer? D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, excusez-moi, il y a beaucoup de personnes, et je m'excuse beaucoup de nommer, surtout les églises évangéliques. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui fréquentent les églises évangéliques avec leur tête, pas avec leur cœur. C'est ça. Parce qu'on dit, notre Dieu, il est dans notre cœur. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas tout, tu es une femme au foyer. Ce n'est pas tous les programmes de l'église là. Ce n'est pas à tous les programmes que tu dois participer. D'accord. Même si tu es quand il s'agit de prier. Quand il s'agit de prier. Même si tu es à la maison et qu'il y a un programme, que tu t'agenouilles et tu dis à ton Dieu, Seigneur, tu as vu, c'est toi-même qui as dit que la femme doit respecter son mari, doit obéir à son mari. À l'heure là, je ne peux pas quitter la maison parce qu'il faut que je m'occupe de mon mari. Mais je prie que tout ce qui serait dit là-bas comme prière, que ça jaillisse sur mon foyer. Ça va jaillir. Donc que vous soyez présente à l'église ou non, en principe, cette prière-là, ça devrait avoir des choses sur ça va jaillir. Si ton mari, par exemple, n'est pas de ton bord religieux et qu'il y a une veille. D'accord. Alors, Rodrigue, est-ce que le problème est vraiment seulement au niveau des femmes? Parce que du développement des femmes elles-mêmes, on sent que bon, souvent c'est à ce niveau que se pose le problème. C'est madame qui doit honorer, je dirais toutes les heures ou tout le programme de prière de l'église. Or, elle se doit d'avoir la permission ou l'autorisation chez monsieur, et parfois les petits problèmes commencent à ce niveau. Est-ce qu'il n'y a pas l'inverse aussi? Il n'y a pas des hommes, n'est-ce pas,
qui sont trop présents à l'église et puis ça fait qu'ils ne donnent peut-être pas le déjeuner avant de bouger. En principe, je pense que la religion n'est pas le problème. Ce sont les religieux qui est le problème. Oui. Parce que, pourquoi je dis ça? Dieu merci, les dames sur le plateau ont déjà développé ce sujet. Et elles aussi, elles sont responsables. Elles savent que, très souvent, le problème vient généralement des femmes. Et aussi, les prédicateurs, il y a un problème qui est là. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Moi, j'avais la coiffeuse à ma femme. Oui. Elle est sans façon, très gentille, mais elle a commencé une église. Et ma femme rentre à la maison et me dit que si tu vas à la plage, tu tisses en même temps un lien avec le diable. Je dis, c'est quoi encore cette histoire? Donc, que tous ceux qui vont à la plage, là, sont en train de tisser le lien avec le diable, ils iront en enfer. Et vous vous demandez d'où lui vient cet enseignement? Elle dit non, c'est le pasteur de telle dame qui a dit, elle a fini. Elle dit, tu as fini? Elle dit oui. Tu as préparé quoi? Elle dit spaghetti. Elle dit, on fait spaghetti là, au Bénin. Ce que tu as acheté là, va prendre la marque. Il faut lire tout ce qui est écrit sur ça. Ça a pris bateau pour venir ici. Bateau là, ça roule sur la terre. Donc, ce que tu manges là, le diable a déjà mangé, ça fatigué. Donc, sache que les mèches qu'elle est en train de tisser là, c'est au fond de la main, on va chercher ça. Donc, il faut être présent d'esprit pour qu'on ne vous manipule pas. C'est la manipulation de certains religieux qui font qu'aujourd'hui, le fléau gangrène. Parce qu'on dit quoi? Fidèle, mais fidèle, mais fidèle. Si tu veux que quelqu'un soit fidèle à toi, tu es obligé de le manipuler. Sinon, la personne ne serait pas fidèle à toi. Or, on doit être fidèle à qui? À Dieu. D'accord. Donc, du coup, on constate aujourd'hui malheureusement que les femmes, on manipule facilement les femmes. D'accord. C'est là le véritable Emma, mettons, vous avez la même lecture, la même façon de voir les choses? Pas tout à fait. D'accord, allons-y. Moi, ce que je pense, c'est... Moi, je suis chrétien catholique. Si j'ai mon épouse, elle est d'une religion de Vaudou, par exemple, comment on appelle Vaudou-si. Que quand moi je me lève le matin, je dois réciter mon Notre Père, et qu'elle doit me dire nous n'avons pas nous les bas. Maintenant bien FIFA. Oui. On dit on est ensemble, on s'aime. Voilà ce qu'elle fait. Moi j'ai dit je ne suis pas d'accord. Il y a déjà un problème qui prend corps. Les prédications. Il y a certaines églises, ce que les pasteurs enfoncent dans la tête des femmes là, parce que ce sont elles qui remplissent les églises. Nous, on n'a pas le temps. Il faut aller depuis 6 heures, toi tu es là. Mais madame peut se lever à 6 heures, bien 7 heures. Toi tu es ici, mais elle est à l'église. Faut jamais aller à tel endroit. Faut jamais avoir de relation avec telle personne de telle religion. Et Rodrigue, là, tu viens dit, la religion n'est pas le problème, mais ce sont les religieux. Mais moi, je me dis, l'amour que nous prônons là, est-ce que nous manifestons cet amour? Aime ton prochain comme toi-même. Mais voilà l'autre que tu prétends aimer, mais que tu es contre sa religion. En temps normal, alors que le mariage mixte participe à la paix dans un pays. Vraiment la paix. Parce que si moi, je dois épouser une femme de l'autre côté, du Nord, par exemple, je dis, et peut-être à cause de la politique des mésententes, il doit avoir un problème que moi, je descends là-bas. Il doit dire, attention, vous qui voulez vous attaquer à des personnes de telle région là, on a un enfant, notre fille a épousé un tel monsieur de là-bas. Donc ça participe à la paix. À la paix, mais et à la consolidation. Et à la consolidation, merci. Au brassage. Mais si ça doit rester campé sur sa religion, dans son domaine, ne pas écouter l'autre, ne pas faire preuve d'amour, d'où la séparation. Parce que finalement, on se dit, si ça ne va pas marcher, les parents ne sont pas d'accord. Parce que j'épouse une femme musulmane, par exemple, elle doit forcément chercher à aller à la Mecque. Vous comprenez? Elle doit forcément chercher à la Mecque. Maintenant, aller à la Mecque, avec moi, je peux dire, je ne suis pas d'accord, parce qu'elle dit, non, ça fait partie, je crois, les 5 piliers de l'islam, où il faut forcément aller à ça. Chez nous, on a aussi ce qu'on a à faire. Donc, au début, parfois, les gens disent, à la longue, si ça va poser problème, il faut s'abstenir. Parce que souvent, les gens n'arrivent pas à accorder leur violon, malgré qu'on parle d'amour. Il y a des gens qui sont tolérants. Mais il y a certaines religions, M. Wahab, qui ne sont pas du tout tolérantes sur certains aspects, certains points.
Et ils sont métalliques, ils sont catégoriques. D'accord. Si vous allez faire autre chose, on va vous maudire. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat. Je rappelle que nous faisons le débat avec nos téléspectateurs. Beaucoup sont en train de réclamer, je dirais, le sujet. Je vais le leur rappeler parce qu'on a quelques petits soucis pour avoir l'intitulé. Ça va nous rejoindre tout à l'heure. La religion peut-elle séparer un couple? C'est bien entendu le thème du jour. Allez, la ligne est ouverte et par la grâce de Dieu et les dieux de la technique, n'est-ce pas, nous aurons les premiers téléspectateurs ce matin. Mais en attendant, on poursuit le débat sur le plateau. Je reviens vers vous, Madame Prisca Salano. On note que dans certaines religions, n'est-ce pas, parce qu'on sent que c'est parfois la question de divergence de religion qui se pose. Mais il arrive qu'on soit tous musulmans, bref, on pratique la même religion. Vous êtes catholique, monsieur est catholique et autres, mais on finit par avoir des problèmes liés toujours à la religion. Soit monsieur vous impose, par exemple, de rester à la maison et de vous occuper des enfants et ne pas être régulier à l'église. Il y a bien d'autres éléments. Pourquoi ça, toujours, alors que nous disons que les religions prônent l'amour? Je disais tout à l'heure que beaucoup de nous pratiquons la religion, pas avec le cœur, mais avec la tête. L'homme, dans son ego, peut te dire, reste à la maison. Les premières fois, accepte de rester à la maison. Mais pendant que tu es à la maison, tu ne vas pas quand même t'asseoir pour dire, bon, comme il a dit de rester à la maison, je vais rester à la maison. Non! Tu es à la maison. Pose-toi la question de savoir pourquoi ce monsieur m'a demandé de rester à la maison. Prie! Quelle que soit ta religion, prie! Et demande à Dieu si c'est quelque chose qui est en train d'arriver, si c'est un malheur, si c'est comment on dit, si c'est un mauvais esprit qui est en train d'animer, qui a commencé par se manifester dans le couple, prie pour que l'esprit la dégage de ton foyer. Ce n'est pas parce que monsieur a dit de rester à la maison que toi-même tu vas t'asseoir à la maison, non. Les premières fois, reste à la maison. Ensuite, essaie de communiquer avec lui pour savoir pourquoi, chérie, ces temps-ci, tu me dis de rester à la maison. Parfois même, tu peux aller jusqu'à le taquiner, ça dépend de la manière dont chaque couple communique. Dis, parce que tu as trouvé une petite là-bas, tu n'aimes plus que j'aille à l'église. Hein. Si c'est le cas, et que c'est un homme ouvert, il va pas te dire oui, mais il va dire, non, il faut laisser ça. Et parce que tu as dit ça, pour te prouver que ce n'est pas ça, il va te permettre d'y aller. Maintenant, ça dépend aussi des obligations de la chambre. Si tu sais que tu dois aller à l'église à 16h et que tu as passé 2 heures de temps à papoter au dehors et que monsieur vient te voir, tu n'es pas encore prête, c'est maintenant tu veux cuisiner et tout. Il est l'heure, lui, il ne va pas t'attendre, il va partir et tu vas rester à la maison. Donc ça dépend de chaque... Comment je vais dire ça dépend de chaque couple, au fait. Oui. Et de la manière de croyance, de la fondation religieuse que vous avez vous-même. Parce que nous pratiquons la même religion. Ça veut dire qu'on est censé prier ensemble. D'accord. Allez, Madame Véronique Vigan, on est dans la même religion, mais le problème se pose en termes de coordination. Je crois qu'on a un tout premier téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alibara. Merci de vous présenter. C'est Gilbert Miledi Adjaro m'appelle. Monsieur Gilbert? Oui. Monsieur Gilbert, quoi vous avez dit? Gilbert Adjaro. D'accord, monsieur Gilbert Adjaro, vous nous appelez d'où? J'appelle Désiré. D'accord, on vous écoute. Merci pour l'émission et merci pour les invités également. Ça fait plaisir. Le monsieur de l'informatique a déjà tout dit. D'accord. Parce que moi je ne comprends pas, le Dieu n'est pas con pour mettre le cerveau dans la tête et protéger cela. Et je ne sais pas comment est-ce que le pasteur arrive à manipuler les gens pour qu'ils disent de faire ci et ils sont obligés de le faire. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Le pasteur, tout ça à la fois, qui dit que ton mari, ou bien ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, tout ça à la fois, et il les manipule. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Sinon, tout le monde parle de Dieu. Le catholique parle de Dieu. Le musulman parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais comment se fait-il qu'on ne peut pas rester ensemble et il y a toujours des problèmes passés par là? Or, nous sommes venus pour donner une éducation à nos progénitures pour un futur continu. Sinon, vous parlez qu'on a appelé quoi? Sinon, il n'y a plus besoin d'appeler les invités ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit. D'accord, monsieur Gilbert Adjaro, merci beaucoup.
Merci. Allez, on va vous espérer les vendredis prochains. Vraiment, c'est difficile pour avoir la ligne, c'est très difficile. Ah bon? C'est parce que vous êtes nombreux aussi, il faut le reconnaître. Ouais, non, la veille, là, on a quand même donné le nom, on va appeler d'avance la veille. Ah bon? D'accord, c'est compris. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Tessan Ayou, j'appelle depuis Kadjem. Monsieur Gaspard Ayou. Tessan. D'accord. On vous écoute. En fait, la religion ne doit pas diviser, ne devrait pas diviser les couples. Hein. Ce qui se passe, comme certains l'ont déjà dit sur le plateau, c'est les religieux qui enseignent du n'importe quoi. On enseigne une foi sans conscience aux fidèles. Et c'est ça qui crée le problème. Nous sommes en Afrique, et particulièrement au Bénin, nous sommes dans un système patriarcal. Et lorsque vous vous mettez ensemble, même si vous êtes de religions différentes, vous vous mettez ensemble et que vous faites des enfants, les enfants pratiquent la religion du père. Dans ce système, vous pouvez même vous entendre pour que les enfants soient élevés selon la religion de la mère. Il n'y a pas de problème parce que vous vous aimez. C'est l'amour la base. Mais lorsque, au niveau des pasteurs, au niveau des prédicateurs, on a dit la religion en elle-même n'est pas le problème, mais c'est les religieux, les prédicateurs. On enseigne que vous ne devez jamais aller dans la religion de l'autre, vous ne devez jamais faire incompatible avec ça. Mais qu'est-ce qu'on crée? La religion en elle-même est amour, c'est la morale, c'est tout ce qu'il y a de bien. Mais j'ai discuté par exemple avec un pasteur, je ne m'en reviens pas. Il est vrai que moi j'ai eu la chance de faire un peu une étude spirituelle, mais vous avez des pasteurs qui ne savent pas ce que c'est que la religion, ce qu'il faut dire, et ils enseignent de n'importe quoi, ce que j'appelle une foi sans conscience aux fidèles, parce que lorsqu'on ne fait pas ça, les fidèles ne seront pas fidèles. Et ça, c'est un manque à gagner pour la religion. C'est ce qui se passe. La religion ne devrait pas diviser. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ayou. Oui. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Allez, un troisième téléspectateur en ligne dans cette première manche et on revient sur le plateau. Merci de vous présenter. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, on revient sur le plateau. Sans doute avec la complicité de la régie, on aura les différents numéros parce que je suis bousculé par ici et puis bon, la coordination se pose quelque peu problème. Allez, on est avec vous, Madame Véronique Bigan. Je disais qu'on note que la religion, on pratique la même religion, mais le problème se pose toujours. Ok. Et moi, selon moi, je pense que si nous pratiquons la même religion, le problème ne devait pas se poser. Oui. Parce que nous pratiquons la même religion. Nous sommes dans la même confession religieuse. L'homme, déjà, il sait déjà les programmes que nous avons à l'église. Et moi aussi, femme. Maintenant, si il arrivait encore un problème, toi, femme, il te revient de droit de tout faire pour régler ce problème-là. Tu dois tout faire pour régler. C'est pourquoi on nous demande, nous les femmes, nous devons être douces. La douceur, la patience, surtout l'humilité. Si ces trois choses-là, toi femme, tu en as, je ne crois pas encore qu'il y ait de problème. Et quand le problème survient et que l'homme te dit que tu ne dois pas y aller, tu dois tout faire pour comprendre le pourquoi et rapidement te corriger. Nous n'allons pas aller à l'église encore. Nous n'allons pas aller chez Dieu, qui est amour. Et encore... aller se séparer malheureusement. Malheureusement, il n'y aurait pas ça. Donc, si nous sommes dans la même religion, c'est déjà même très bien. D'accord. Alors, comment dire, monsieur Herman, mettons, pourquoi dans la même religion, le problème se pose toujours? On pratique la même religion, en principe, ça devrait pas créer d'histoire. Oui, je salue votre intelligence parce que quand on parle de... La religion peut-elle séparer un couple? A priori, on peut penser qu'avec des religions différentes, là, dans la même religion. Moi, je suis lecteur, président des lecteurs de la paroisse Sainte-Marie, Mère du Sauveur de Miléji. Je suis le coordonnateur des lecteurs du vicariat de Zobo.
Je suis membre du conseil pastoral et paroissial. Je dis tout ça pour vous expliquer quoi? Lorsque vous êtes dans la même église, dans la même religion, la répétition des chorales commence souvent à 19h. Et ça finit 21h, si les gens ne font pas vite, 21h30. Il y a des gens qui font leur répétition très tôt. Et quand vous voyez dans les chorales, ou souvent dans les groupes, parce que chez moi, au niveau des lecteurs, les demoiselles, les femmes dépassent les hommes. Vous venez, lorsque vous demandez la permission à votre époux pour dire, je vais à la répétition à 19h, à 21h, on doit finir. Lorsque vous finissez vite et que vous n'êtes pas une femme avec d'autres idées obscures dans la tête, vous devez vite rentrer. Mais quand vous venez à la répétition que le responsable vous laisse à 21h et que vous vaquez à d'autres occupations et que vous rentrez tard, oui, et qu'on met ça sous le coup de l'église, l'homme va commencer à te dire non, 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 tard. Il y a autre chose. Souvent, hein, les églises, je ne veux pas nommer, les sessions où on va, comment dire, pèlerinage pour faire des jours. Tout ça là, le monsieur laisse sa femme pendant des jours pour pèlerinage, pour session, pour ci ou pour ça. Quel homme peut tolérer ça? Et lorsqu'on tolère ça, il faudrait que cela soit dans les normes, monsieur Wahab Alikbara. Donc si je suis dans la même religion que toi, et qu'aujourd'hui tu vas à la prière, demain c'est de 22h à 6h du matin, il y a des prières où il faut quitter, de ne pas dormir à la maison. Moi, toi, ma femme, je ne te vois pas la nuit. Et c'est prière avec un pasteur de 22h à 6h du matin, toi, ma femme, tu rentres. Et dans la journée, on nous dit que le pasteur, bien telle chose, nous a invités pour aller saluer telle personne à cause de telle situation. Lorsque c'est comme ça, l'homme commence pas à mettre son veto. Franchement, ton affaire de chorale là, franchement, ton affaire d'église là, ça ne me dit pas trop. Ou bien tu as un souci, c'est pour aller poser ça au pasteur. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Le monsieur commence pas à dire non, la femme dit non, avec ce qui m'arrive, Dieu me parle dans les songes, je ne peux pas laisser. D'accord, Rodrigo Lou, au fond, ce sont les religieux qui posent problème, ce n'est pas la religion en elle-même. Et pourquoi ça? Bon, en fait, c'est de la manipulation. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a un intérêt en jeu. Lequel? L'argent. L'argent. Ah bon? Oui, qu'on se dise la vérité. Quand on prie, il y a l'argent? En tout cas, on prie. La majorité de nos prières, on demande de l'argent. Après l'argent, on demande la vie éternelle. D'accord. Malgré qu'on a peur de mourir. Donc, du coup, au fait, en réalité, moi, je pense que si on est dans la même religion, le problème ne devrait pas du tout se poser. C'est le comportement. Le confront a tout expliqué. C'est le comportement qu'on adopte qui pose des problèmes. Si, par exemple, on a un problème de foyer et que ton premier conseiller, ce serait le pasteur, ou bien le curé, ou bien l'abbé, et chaque fois, c'est là-bas tu vas te confier, c'est là-bas tu vas te confier, tu vas commencer par te poser des problèmes. De questions plutôt. Ah bon, pourquoi vous pensez que c'est seulement les femmes qui vont se confier? Bon, quand si on a un problème de foyer et que je me lève, je m'en vais me confier à la soeur. Chaque fois à la soeur, ma femme va penser quoi? Voilà. Même si c'est dans l'église et que c'est la femme de quelqu'un d'autre, je m'en vais me confier. Le monsieur va commencer par m'interpeller. Pourquoi tu parles autant de vos problèmes à ma femme? Donc en résumé, ce sont les femmes les problèmes. Non, on n'a pas moi je pose une question, c'est pas une affirmation. On n'a pas dit ça. Ah d'accord. Qu'avez-vous dit exactement? Beaucoup de choses tournent autour d'elles. C'est pourquoi on dit ça. D'accord. Un jour, j'ai pris ma maman à contre-pied. Il y a une religion qui ne pose pas de problème. Franchement, qu'on ait eu le courage de le dire. La religion endogène, il peut se marier à n'importe qui. Tu peux aller pratiquer tout ce que tu veux. Les fils peuvent même vous suivre. Ils ne te posent même aucun souci. Surtout l'homme. Mais, quand le monsieur d'endogène rentre dans ta chambre, chez le chrétien ou bien chez le musulman, il met tout ce truc qui rentre, il boit de l'eau. Il s'en fout de quoi que ce soit, il mange tout ce que vous le servez. Mais le contraire, quelqu'un d'autre a dit ça. Nos religieux nous enseignent une foi sans confiance. Demandez à un chrétien d'aller boire de l'eau chez
le charlatan, il va prier tout ce qui est dans son ventre avant de pouvoir goûter l'eau là. Ça veut dire qu'il a peur. L'autre vient chez toi, il boit de l'eau simplement. Il ne crée rien. D'accord. Toi, au contraire, alors, tu peux pas boire Madame de l'eau. Tendjinon, vous pensez vraiment que ce sont les religieux qui, dans la coordination de tout ce qui va avec la religion, posent problème, que ce sont eux qui mettent, je dirais, en difficulté les couples? Moi, je ne maîtrise pas les paroles, les passages bibliques, mais je pense qu'il y a un apôtre qui a dit dans la Bible que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, c'est pourquoi je dis que les gens ne pratiquent pas la religion avec leur cœur, mais avec leur tête. Ça, je continue de le dire. Parce que moi, je ne conçois pas pourquoi un pasteur va venir à l'église, te dire, il faut rester fidèle à ton mari, il faut faire ci, il faut faire ça. Et après, le même pasteur va t'appeler après pour te dire, tu sais que tu me plais beaucoup. Et toi-même, tu vas accepter. On n'a pas bien entendu cette partie. Hein. Elle a dit ça. Non, ça veut dire que c'est le volume qu'on utilise. Voilà. Là-bas. Ça fait une confidence. On prend. C'est le volume qu'on utilise pour leur parler là. L'avocat va dire, monsieur le président, et acte. On prend acte. Non, je reprends. Je dis, le même pasteur qui dit, restez fidèles à vos maris, servez vos maris à temps, soyez ci, soyez ça. Ce même pasteur qui dit ça va t'appeler encore après pour te dire, ah, tu sais que tu me plais beaucoup. Si je n'étais pas mariée là, je te jure. Et le pasteur va commencer par t'inviter pour des choses. Et moi, des séances de prière. Des séances, non, oui, pas forcément de prière. Et d'intercession. Merci. Voilà. Et toi-même, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je préfère les pasteurs femmes. Les femmes, ceux qui disent que... Vous ne croyez pas que dans ce cas de figure, maintenant, les églises soient remplies par les hommes? Moi, je me confie au pasteur. Moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que je me connais. Oui. Je sais de quoi je suis capable dans mon foyer. Je sais que c'est si je te permets d'aller ailleurs que tu iras. D'accord. Donc, tu peux même dormir à l'église. Hein. Oui. C'est pas mon problème. D'accord. Madame Véronique Vigan, en résumé, la coordination... Oui, vous voulez à la suite de votre soeur. Je voudrais corriger un peu madame, si elle me le permet. Elle a dit tout à l'heure qu'il y a un passage biblique qui a dit « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Moi, je dis automatiquement non. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Les gens le disent, mais la Bible n'a jamais souligné ça. Au contraire, la Bible nous dit soyez humbles. D'accord. Soyez soumise. Non. Vous devez donner, vous soyez exemplaires. Sinon, c'est un passage complémentaire de la... Vous devez être exemplaire. Toi qui es pasteur, tu dois être exemplaire. Et c'est ce que tu fais là que nous devons faire. Si tu vois un pasteur qui enseigne la sainteté, mais pratiquer la sainteté lui est difficile, sache que celui-là, c'est un vendeur d'illusions. Ne le suis pas. D'accord. Parce que nous n'allons pas aller chercher le bien et ramener le mal à la maison. D'accord. Alors, on va revenir sur, comment dire... Donc, il est très important, toi qui vas à l'église, tu as une Bible. Ce que l'autre enseigne, mais tu sais lire, non, tu vas lire. Si ça ne correspond pas à ce qu'il dit là, non, tu penses et tu dois automatiquement dire que celui-là, c'est un vendeur d'illusions et tu dois fuir. D'accord. Alors, pour ceux qui réclament les numéros, je les rappelle, les numéros d'appel, nous avons le 69 21 33 33, je précise, 69 21 33 33. Le second numéro pour appeler, c'est le 97 79 09 51. 97 79 09 51 pour ceux qui veulent intervenir. Grâce à la régie, nous allons ouvrir la seconde manche. Herman, mettons, qu'est-ce qui fait que dans les couples, on a de mal à s'entendre pour une question de choix de religion, au fond. Qu'est-ce qui est mauvais, je dirais, dans les mariages mixtes, dans les unions mixtes? Rien n'est mauvais. Chez nous, on dit l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et tous deux feront un. On n'a pas parlé on n'a pas précisé leur religion. Non, on n'a pas précisé. Moi, je parle et on dit femme. Femme, respecte ton époux. Et on demande à l'époux d'aimer sa femme. De chérir sa femme. D'accord. On a un téléspectateur en ligne. Vous permettez, Emmanuel? Prenez le téléspectateur en ligne, Emmanuel. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci de vous présenter. Faites l'effort de parler un peu fort. On a de mal à vous entendre, s'il vous plaît. Madame Inoussa Salima, on m'appelle. Waouh, comment allez-vous, madame? Ça va. Ça va, vous nous avez manqué par ici, hein? Comment vous allez aussi? Très bien. D'accord, nous rendons grâce à Dieu pour votre santé. Bonjour le plateau. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Aujourd'hui, pour intervenir au thème du jour, aujourd'hui, malheureusement, les gens sont devenus religieux. Parce que ça va peut-être choquer certains, mais comme en excuse, être religieux n'est pas un disciple. Jean, quand tu vas à l'église, ça devient aujourd'hui la tradition. Je dois partir. Je pars parce que ça devient une habitude. On ne part pas pour mettre en pratique ce qu'on enseigne. Malheureusement, ça détruit beaucoup de couples aujourd'hui, monsieur le journaliste. Beaucoup ne vont plus pour mettre en pratique parce que c'est enlever les diseurs, la personne qui parle, qui prêche, enlever la personne qui écoute. Mais seuls ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, que ça soit à la mosquée, que ça soit à l'église, les gens ne suivent plus les enseignements, ne mettent plus plutôt en pratique les enseignements. On va parce que je vais porter de beaux habits, on va parce que je veux me présenter, je veux être présentable pour me voir le nature, ça remplit beaucoup de religions. En fait, ça devient une tradition, une répétition. On met ça dans le programme, c'est parce que je dois partir. Sinon, si c'est pour être disciple de la personne que tu adores, de celui que tu es allé chercher, tu dois mettre en pratique les enseignements. Les gens vont à l'église. Mais peu de temps, ils reviennent encore, ils répètent les mêmes erreurs, le même interdit même par le pasteur, le prêtre ou bien l'alpha. Donc, malheureusement, et tout dépend aussi des valeurs inculquées. C'est pas aller à l'église. Il y a des gens qui ne vont même pas à l'église et dans leur foyer, c'est plus que ceux qui vont à l'église. D'accord. Il y a la valeur. L'éducation, je le dis toujours, je mets l'accent sur l'éducation. L'éducation est la valeur inculquée déjà. Si la... Oh là là, Madame Salimatou, n'est-ce pas, qui est partie comme ça, la liaison téléphonique s'est séparée, n'est-ce pas, s'est séparée. Est-ce que la liaison téléphonique peut, je dirais, séparer, je dirais, un téléspectateur d'avec Canal 3 Bénin? On a noté que la réponse est oui. Allez, c'était pour plaisanter, vraiment, c'était une très belle contribution quand même. On prend le tout dernier téléspectateur, si vous permettez. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bon, il y a visiblement personne. On revient sur le plateau. Emmanuel, mettons vous. Oui, qu'est-ce qui peut véritablement être à la base entre deux? Oui. Il y a quelqu'un qui se manifeste. Merci de vous présenter. Allô? Bonjour, téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Jules Oussou. Monsieur? Jules Oussou. Monsieur Jules Oussou, vous nous appelez d'où? J'appelle de Porto Novo. D'accord, on vous écoute. Jules Oussou. Monsieur Jules Oussou, baissez le volume de votre téléviseur. Ça vous permettra de nous entendre nettement. J'appelle de Porto Novo. Allô? Allons-y, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, déjà. D'accord, allons-y, vous êtes en direct. Ok. Je vais intervenir sur votre sujet. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, en fait, il faut que chacun de nous invite l'esprit de Saint-Esprit pour que ça nous éclaircisse beaucoup. Parce que sur ce sujet, je vois que
je vois que nous les hommes, on est un peu aveugles. Sinon, en ce qui concerne ce sujet, tout d'abord, chacun de nous, on reste ensemble pour boire, pour faire des choses, mais pourquoi pas participer ce même amour au sein des églises. Nos enfants vont à l'école. Il y a des enfants de féticheurs à l'école. Il y a des enfants de différentes églises à l'école. Et ils restent ensemble. Pourquoi pas ce même amour au sein des parents? Il y a un frère qui a porté Agbada. Il vient d'intervenir sur le sujet. Que si vous voyez nos frères d'endogène, ils vont chez les chrétiens, ils boivent, ils mangent paisiblement. Pourquoi pas les chrétiens ne peuvent pas aller chez les féticheurs et manger et être à l'aise? Donc l'amour dont le Saint-Esprit, le Dieu même nous a mis en place, on ne pratique pas. Donc j'invite les pasteurs, tout un chacun de nous, d'inspirer l'esprit du Saint-Esprit pour qu'il nous éclaircisse. D'accord. Chacun de nous. Merci beaucoup, M. Jules Ousso. Bien de choses aux populations de Porto-Novo. Merci. Allez, on va vous espérer les vendredis qui suivent. Allez, c'est le dernier téléspectateur de ce matin. Herman, maintenant, je reviens vers vous. Merci. Vous savez, qu'est-ce qui peut véritablement poser problème? Oui. Quand on prend la religion musulmane, par exemple, l'homme peut avoir jusqu'à 4. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Et les gens le disent, à condition de les aimer, oui. Chez nous, là, c'est never. Jamais. Oui. Si tu fais ça, là, c'est que tu as commis un péché. Tu peux être excommunié. D'accord. Ça veut dire déjà que nous ne partageons pas la même vision. Oui. Par rapport à ça. L'autre dit, chez moi, c'est bon. Parce que la manière dont le mariage est célébré chez les catholiques, les célestes, les églises évangéliques et autres, ce n'est pas de la même manière. Oui. Cela pose déjà un problème. Et dès le bas âge, nous sommes déjà moulés dans notre religion. Vraiment moulés. Au point où ce que Wahab dit là, non, lui se trompe, il se perd, il est en train de s'égarer, ce n'est pas ça. On prend la Bible, on lit, chacun avec ses interprétations. L'autre dit non, on peut aller, l'autre dit non, jamais ce n'est pas le cas. Et je dois dire à ceux qui nous écoutent, seul c'est Dieu qui peut être votre exemple, la personne à suivre. Mais les humains qui sont devant là, quel que soit son habit, son titre, son rang là, ne regardez pas les humains. Et vous allez voir que ce sont les églises évangéliques qui diabolisent souvent les religions endogènes. Mais combien de fois avez-vous vu les religions endogènes dire non, mais jamais diaboliser une église évangélique, jamais, non. On laisse faire. Moi, mon papa est vaudou, non. Il y a plus de 256 vaudous à la maison. Moi, je suis catholique. Celle qui me suit, elle est sœur au CPSP. Donc, mais de l'autre côté, c'est que quand tu vas dedans, on dit non, on diabolise. Tu ne dois jamais faire ça. Et nous qui prenons l'amour, c'est nous qui prenons en même temps la division. Ça pose tu me dis, aime Wahab. Wahab est un ami, faites du bien, aimez le prochain. Dans le même temps, tu dis, faut jamais aller dans sa religion. Mais alors on est où là? Ça pose problème. Il n'est pas rare, Madame Tendino, de voir par exemple une chrétienne, en tout cas quelqu'un d'une autre religion, vendre les bougies et autres, et se voir heureux que ce soit un Bokono ou bien quelqu'un d'une religion endogène qui vient acheter. Mais il a de mal à aller boire facilement de l'eau, comme disait. Pourquoi on a tout ce problème? Voilà, justement. C'est ça, c'est la bonne question. Parce que tu dis que lui, il est vaudou, non. Et il est rempli de fétiches. Si la personne met un petit truc au cou là, c'est fini. Et voilà. Ça là même que j'ai à mon poignet, on peut dire, c'est un esprit qui est rentré dedans. Mais l'esprit est rentré dedans. Mais si je te donne l'argent de l'esprit là, tu vas prendre. Pourquoi ça? Parce que on n'a pas le cœur, c'est qu'on n'a pas encore commencé à adorer Dieu avec notre cœur. Si tu adores Dieu réellement, et que les églises évangéliques souvent, ils disent, j'ai le Saint-Esprit en moi. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, tu peux même manger avec un sorcier. Tu peux tout faire. C'est comme on dit, on peut vivre avec un sidéen. C'est pareil. Aie confiance en toi, sache que ce que tu es quelque chose, tu es quelqu'un. Et qu'il y a quelqu'un en toi qui est plus fort que tout ce que l'autre a.
C'est parce que l'autre, celui de la religion endogène, il est confiant. Et il sait que, d'abord, le fait que toi, tu craignes Dieu, là, ça le rassure. Le fait que toi, tu ailles à l'église, ça rassure celui de la religion endogène que, celui-là, mais lui, il écoute la parole de Dieu plus que moi. Ça le rassure. Et en plus de tout ce qu'il fait, de la confiance qu'il a en lui, il se dit, avec l'assurance, ça l'amène à 100%. C'est bien qu'il peut se mettre à l'aise, il peut tout faire chez toi. Si facilement. Alors, comme je le disais, je faisais la question à Madame Tendino, on note qu'on a de facilité à prendre l'argent, je dirais, d'un endogène, à consommer la bière achetée par un endogène si facilement. Bref, quand un endogène peut-être organise, si c'est Agor ou bien a perdu sa belle-mère et autres, on y va et puis bon, on mange, on boit à satiété, mais on a de difficultés à se mettre ensemble quand il s'agit de se marier pour le fait qu'on ne partage pas la même religion. Comment on peut régler ça? Je veux qu'on se mette sur le plateau, je dirais, sur la phase, je dirais, de proposition de sortie de crise. Ok, je vous remercie. On dit, et vous voyez, et la religion endogène là ne peut pas accepter que tu ailles à l'église. Non. Il y a deux choses différentes qui se croisent là. Oui, je peux dire en termes clairs, il y a la lumière et l'ombre. D'accord. La religion endogène ne peut pas accepter. C'est difficile. Ce serait difficile. Tout à l'heure, madame a dit, on peut aller manger avec eux. Oui. Parce que moi aussi, j'étais du monde. Tu dois te rappeler que tu étais du monde. Et c'est un jour, tu as connu Christ. Et Christ est venu dans ce monde pour nous, ceux du monde. D'accord. Donc, c'est parce que tu dois l'accepter que tu dois l'évangéliser. D'accord. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière d'aller venir, que l'autre va voir pour savoir que celui-là est un enfant de Dieu. D'accord. Et s'il faut vous suivre, il va vous suivre. Même si tu ne l'évangélises pas, il va te suivre. Même si tu lui dis quelque chose, il va te suivre parce que il voit en toi que il y a vraiment de la lumière. Il y a vraiment, non pas de la lumière, il voit en toi que tu adores vraiment Dieu. Tu es différent. D'accord. Alors comment sortir de crise? Je pense que le débat, ce que Mme Véronique vient de dire, moi je ne suis pas du tout d'accord. Parce que en réalité, il va falloir qu'on ait la présence d'esprit. La religion, c'est Dieu, c'est une bonne chose. Mais les religieux, la plupart nous éloignent de Dieu. En fait, Dieu dit quoi? C'est lui seul qui sait dans la Bible. Je suis le seul à savoir, celui qui m'adore en vérité. Donc, aucun humain ne peut dire j'adore Dieu en vérité. Donc, c'est Dieu. Il n'a pas précisé que c'est parce que tu as accepté Christ que je te connais, je sais que tu m'adores vrai. Parce que ce n'est pas de la manière dont les chrétiens nous présentent Dieu. C'est parce que cette seule forme de Dieu existe. Sinon, aujourd'hui, on n'allait jamais voir des chrétiens qui échouent et voir les athées qui réussissent. On n'allait jamais voir ça. On n'allait pas voir les musulmans qui sont beaucoup plus riches et voir les chrétiens qui sont beaucoup plus pauvres. Donc, il y a une question qui se pose. Ça veut dire que Dieu est partout. D'accord. Et Dieu est universel. D'accord, solution. La solution, c'est de s'accepter. Comme la plupart des religieux endogènes, la religion endogène, c'est la religion qui accepte beaucoup de choses. D'accord. Donc, c'est l'acceptation. Si on ne s'accepte pas, c'est grave. Oui, Herman, mettons. Comment faire pour éviter que la religion nous sépare? Mettons en pratique l'amour que nous prônons. D'accord. Si on met vraiment en pratique l'amour, Monsieur Hab, il n'y a plus autre chose. Comment pouvez-vous imaginer qu'une femme qui va toujours à l'église tous les matins à toutes les messes là, chapelet en main, prie Marie, prie Dieu,
et le jour elle apprend que son époux est derrière une petite fille du quartier là, jamais je ne vais pas voir ça. Elle va mourir. Et n'a coup de ouais. Et n'a yoni bédéa. Et là il veut aller travailler pour que la petite fille court là. Ce n'est plus à l'église. C'est ailleurs. C'est ça. Toujours à la messe. Mettons en pratique l'amour. Alors qu'il est dit quelque part dans les pages de la Bible que Dieu ne veut pas la mort. Mais ça représente donc aimons-nous les uns les autres. Rapidement, Madame Tchindino. Comme mot de conclusion, moi je dirais, tel que M. Emmanuel Metton l'a dit, aimons-nous, vivons l'amour, pratiquons l'amour et acceptons-le. Et consommons l'amour. Consommons l'amour vivant. Voilà. Oui, allez. Et moi je dirais que les confessions religieuses ne doivent pas nous diviser. D'accord. Parce que, vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Tout. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose que le diable a créé. C'est Dieu qui a tout créé. Même le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu nous demande, Dieu nous a ordonné, entre nous, nous devons nous aimer. Et au couple, surtout à la femme, moi je parle à la femme, qu'elle soit soumise, qu'elle soit vraiment soumise, que ce soit devant son mari, que ce soit derrière son mari, à côté de son mari, qu'elle soit soumise et qu'elle prie beaucoup. Une femme qui veut réussir dans son foyer doit avoir une vie de prière. Et quand tu prends la décision d'aller à l'église et que ton mari refuse, reste tranquillement à la maison et prie. Vous allez entendre, je suis désolé, je ne disconviens pas. Ne va jamais humilier ton mari. Et quand nous allons à l'église, et que la parole de Dieu sort là-bas, ayons notre Bible pour lire aussi et voir si réellement ce que dit l'autre, c'est la même chose qui se dit. Allez, et là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. D'accord. Allez, il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution à notre débat. Je vais commencer, entre autres, à remercier la présidente Jacqueline Atindogbe, n'est-ce pas, qui est la présidente de du groupe amical Djogbe Cœur en Or. Tout ce beau monde dans ce groupe ont, je dirais, ont contribué chaleureusement à ce débat depuis hier que ça a été posté avec des contributions, je dirais, aux multiples facettes. En tout cas, ça apporte un plus quand même. On verra dans quelle mesure publier davantage les audios et le point de vue de tout un chacun. Donc, aux différents membres du groupe Djogbe qui ont apporté leur contribution au débat sur Canal 3 Bénin, nous disons merci beaucoup. Merci également à M. Gilbert Adjaro qui nous a appelé depuis Zimvier. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. On a eu M. Dastan Aïrou qui nous a appelé, Mme Salmatou qui nous a appelé sans doute depuis Akpakpa comme d'habitude, mais la ligne l'a lâché entre-temps. M. Jules Rousseau qui nous a appelé depuis la ville capitale Porto-Novo. À tout ce beau monde, donc nous disons merci. Mme Prisca Tendino, merci. Madame Véronique Bigan, merci. Herman Metton, merci. Rodrigo Lou, merci. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à midi, vous avez la rediffusion et dans la soirée autour de 23h45. Demain samedi, quand il sonnera 15h, vous avez une nouvelle rediffusion. Allez, portez-vous bien. On se dit au revoir avec la revue de presse de Idrissou Boukaré. Mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 29 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2025, nous apprend Fraternité ce matin, qui précise que le vote est acquis à l'unanimité des députés présents. Comparativement à la gestion 2024, où il était arrêté la somme de près de 25 milliards de francs CFA, le budget 2025 de l'Assemblée nationale connaît un accroissement de 18,27%. Cet accroissement, selon le président Louis Vlavonou, dans la colonne du journal, se justifie par l'inscription d'une ligne budgétaire d'un montant de 7 milliards de francs CFA correspondant aux frais de remboursement du prêt consenti pour la poursuite des travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Bien avant le débat général qui a précédé le vote de ce budget, nous renseigne Fraternité, le président Louis Vlavonou a fait le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2024.
À la date du 30 août 2024, le point de l'exécution du budget de l'Assemblée nationale dégage une dépense globale de 16 836 369 140 francs CFA base engagement, soit un taux d'exécution de 61,01% du budget remanié. D'autres détails relativement aux dépenses du personnel ont été présentés par le président Louis Vlavonou. Le pays émergent de son côté nous apprend que plusieurs députés ont, au cours de la séance, pris la parole pour faire part de leurs observations. Qu'ils soient de la majorité ou de la minorité parlementaire, ils ont félicité le président Louis Vlavonou, les questeurs, les membres de la commission des finances et les cadres de la direction de la questure pour les diligences qui ont été faites pour que les documents parviennent à temps aux députés. Ils ont surtout salué la clarté des documents soumis à leur appréciation. Le journal indique par ailleurs que le président Louis Vlavonou a surtout exhorté ses collègues députés à ne pas se coller aux prévisions, surtout que les ressources sont envoyées par cadre trimestriel à l'Assemblée nationale, et ceci en tenant compte de la manière dont ces ressources sont mobilisées par les régies financières de l'État. Le matinal présente ce matin les réalisations de ces 8 dernières années dans les domaines des concours de recrutement, de la sécurité sociale et de la liquidation de pensions. Selon le quotidien, depuis 2016, le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon travaille pour répondre aux attentes des citoyens. Dans le secteur de la fonction publique et du travail, le ministère de tutelle a accompli des progrès significatifs en matière de transparence, de recrutement et de sécurité sociale pour les agents de l'État. Ces initiatives visent à garantir un service public équitable, à valoriser le capital humain et à améliorer la qualité de vie des fonctionnaires et retraités. Invitée sur la télévision nationale le jeudi 12 septembre 2024, la ministre du Travail et de la fonction publique a exposé les grandes réalisations au cours des 8 dernières années du régime de la rupture. Sur la question du dialogue social, Adediatou Matisse mentionne qu'une autre réalisation à l'actif du gouvernement dans le secteur de la fonction publique et du travail ces 8 dernières années, c'est la promotion d'un dialogue social responsable. Avant 2016, rappelle-t-elle, les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux étaient souvent marquées par des conflits. Les organisations syndicales recouraient régulièrement à des grèves perlées comme moyen de pression pour se faire entendre. Cette situation entraînait une paralysie fréquente de l'administration publique, empêchant les citoyens d'accéder aux services publics auxquels ils avaient droit. Pour remédier à cette situation, selon elle, le gouvernement a décidé de réguler le droit de grève et de favoriser un dialogue constructif. Depuis lors, plusieurs évolutions positives ont été observées. Il s'agit de l'apaisement du climat social, du renforcement des négociations collectives et la résolution proactive des problèmes. Sur ce dernier aspect, ajoute la ministre du Travail et de la fonction publique, le gouvernement prend des initiatives pour répondre aux préoccupations des travailleurs avant qu'elles ne dégénèrent en crise, ce qui a été une source de surprise et de satisfaction pour les travailleurs. Merci de votre aimable attention.